Alors, pour cet exercice 32, à la page 89, je tiens tout d'abord à préciser que cet exercice est réservé aux sciences générales. Donc, les sciences de base, n'essayez pas de le faire, puisqu'il est un peu plus, on va dire, technique, même si il y a certains exercices dans le livre, notamment l'exercice page 20, l'exercice 28 qui est à mon avis du même ordre de difficulté. Mais bon, cet exercice n'est pas renseigné comme pour les sciences de base, donc je ne conseille pas aux sciences de base de le faire. Alors, dans cet exercice, on vous parle de montagnes russes, les montagnes qui se trouvent à Walibi. Et donc, dans cette montagne russe, on a, je vais simplifier, voilà, quelque chose comme ça, avec un petit chariot. Et le chariot, voilà, il est là. On ne s'occupe pas pour le moment de la phase ascendante, mais seulement de la phase descendante du chariot. Et si on prend les données comme elles viennent dans l'énoncé, on vous dit que ce petit chariot, eh bien, il va descendre jusqu'à atteindre une vitesse maximale de 80 km par heure. 80 km par heure, qu'on peut convertir directement en mètres par seconde, pour ne pas oublier et faire une erreur après dans l'énoncé. Donc ça fait 22,2 mètres par seconde. Et ce petit chariot, il est à une hauteur de 35 mètres initialement. Donc ça, c'est ce que je vais appeler ma hauteur initiale, qui est de 35 mètres. Et donc, la hauteur finale, inévitablement, elle est de 0 mètre ici. 0 mètre. Voilà. Alors, la capacité d'un train est de 24 passagers. La capacité horaire de l'attraction de 1400 personnes. Et on considère que la masse totale d'un train est de 4 tonnes. Donc la masse M égale 4 tonnes. Et à nouveau, je vais directement mettre ceci en kilos pour ne pas oublier et me tromper dans la résolution. Et donc la première partie de l'exercice ne concerne que la partie, je vais dire, qui ne prend pas en compte la capacité horaire des autres informations. C'est pour ça que je n'ai pas encore indiqué, en tout cas sur mon schéma, ces données, pour ne pas amener trop de données dès le départ. Et donc on vous demande si la vitesse initiale du chariot est de 2 mètres par seconde, eh bien, calculez l'énergie dissipée. Alors, moi, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, avant de calculer l'énergie dissipée, c'est de voir, tiens, qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas eu d'énergie dissipée. Si vous vous souvenez, j'ai mes boîtes d'énergie qui sont comme ça. Et donc, ça c'est ma boîte, mon réservoir d'énergie de départ. Et donc, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ça c'est mon... Voilà, je vais vous commenter un petit peu ce que j'ai fait. Alors, si ça c'est mon énergie de départ, donc on a
de l'énergie potentielle gravifique et de l'énergie initiale et de l'énergie cinétique initiale. Et ceci va se transformer en énergie potentielle finale et en énergie cinétique finale. Alors, la proportion de l'une par rapport à l'autre est variable. Ça dépend à quel moment on va se trouver dans la chute du chariot. Par exemple, si je prends quelques secondes après, lorsque le chariot est encore tout en haut, eh bien, il aura certainement beaucoup d'énergie potentielle puisqu'il y aura beaucoup d'altitude. Par contre, il n'aura pas encore une grande vitesse. Donc, la partie énergie potentielle sera beaucoup plus grande que la partie énergie cinétique. De la même manière, ici, la partie énergie potentielle est grande et au fur et à mesure que le chariot va descendre, eh bien, elle va diminuer. Donc ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de frottement, sans frottement. Et donc, j'aimerais bien résoudre déjà l'exercice sans frottement pour vous montrer. Après, si je prends dans la deuxième partie de l'exercice, qu'est-ce qu'on fera? On fera la même chose, sauf que cette fois-ci, on va rajouter des frottements. Et donc, on va diviser cette fois-ci cette case en 3 parties. L'énergie potentielle finale, l'énergie cinétique finale et une partie d'énergie qui est dissipée. Ok, et donc voilà, ça sera la deuxième phase. C'est pas demandé dans l'exercice, mais c'est pour vous montrer un petit peu la différence. Et donc ça, c'est avec frottement. Avec frottement. Voilà, donc intéressons-nous à cette partie-là. Donc je vais me mettre ici, sans frottement. Donc si je recopie la formule de la conservation de l'énergie mécanique, donc je pars de ce premier terme, énergie potentielle gravifique, MGHI, plus énergie cinétique initiale, M fois V carré I sur 2 va se transformer en quoi? Énergie cinétique potentielle finale plus énergie cinétique finale. M V carré F sur 2. Voilà. Et je ne parle pas du terme des frottements. Donc, je rappelle à nouveau que dans ce cadre-là, je peux supprimer les masses, puisqu'elles interviennent dans chacun des termes de l'égalité. Et puis, il me suffit donc de remplacer dans l'expression. Donc, 9,81 fois HI 35 plus V carré I, donc 2. Je vais bouger un petit peu ce 2 là pour qu'il ne nous ennuie pas. Donc je vais le mettre là. Donc plus 2 au carré V carré I sur 2 est égal à 9,81 fois HF 0, HF qui est ici 0, plus V carré F sur 2. Alors, ceci, là, les deux, ça fait 4 au carré divisé par 2, ça fait 2, plus ce terme-là, j'obtiens 345,35 qui est égal à V carré F sur 2. Donc V carré F est égal à 2, je passe là, ici, 2 fois 345, ça fait
690,7. Et donc VF, je fais racine de tout ça, et ça me donne 26,28 mètres par seconde. Et donc vous voyez, ceci c'est la vitesse théorique qu'on aurait obtenue s'il n'y avait pas eu de frottement. Or, qu'est-ce qu'on voit? Que la fiche technique de l'appareil, elle renseigne 22,2 mètres par seconde. Donc dans la réalité, on n'est pas à 26,28, mais on est à 22,22. Et pourquoi est-ce qu'on est à 22,22? Parce qu'on a négligé les frottements. Et donc on va refaire cette deuxième partie de l'exercice, cette fois-ci, avec frottement. Et on va calculer ce qui est demandé, c'est-à-dire qu'est-ce qui est demandé, c'est l'énergie dissipée. Donc je vais réécrire cette expression qui est de conservation de l'énergie mécanique, mais cette fois-ci avec les frottements. MGHI plus MV carré I sur 2 est égal à M fois G fois HF plus MV carré F sur 2. Et enfin, j'ajoute le dernier terme qui est, donc je viens de refaire ceci, celui-là, 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 et il me reste le dernier terme, énergie dissipée. Donc ici, je vais écrire plus énergie dissipée. Énergie dissipée. Et à nouveau, contrairement à avant, je ne peux plus supprimer les M, justement à cause de ce terme d'énergie dissipée. Donc maintenant, si je remplace à nouveau les données, donc le M, il est ici, il vaut 4 tonnes, donc 4000 fois 9,81 fois 35 plus 4000 fois 2 au carré divisé par 2 qui est égal à 4000 fois 9,81 fois 0, puisque la hauteur est, je vais peut-être directement écrire 0, comme ça je gagne un peu de place. Voilà, plus 0, plus 4000 fois V carré F qui est donné dans l'énoncé, qui est au maximum 22,22. J'écris 22,22. Je n'oublie pas le carré. Je n'oublie pas de diviser le tout par 2. Plus énergie dissipée. Voilà. Donc je vais passer ce terme ici de l'autre côté de l'égalité. Et donc je vais trouver directement que l'énergie dissipée, si vous remplacez dans votre calculatrice, vous allez trouver 396 000 joules ou encore 396 kilojoules. Voilà, 396 kilojoules. Donc ça, c'est pour la première partie de l'énoncé, c'est-à-dire la question A de l'énoncé. Calculer l'énergie dissipée. Pour le premier passage. Donc là, on parle bien de l'énergie dissipée de ce passage-là à ce passage-là. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire que dans la deuxième partie de la question, donc dans la question B, cette fois-ci, on vous demande de déterminer la quantité d'énergie électrique minimale consommée par heure par l'attraction. Pourquoi est-ce une valeur minimale? Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que avant d'arriver ici à énergie potentielle gravifique initiale et énergie cinétique initiale, eh bien, en réalité, on a
une autre transformation. Et cette autre transformation, eh bien, elle correspond à quoi? Elle correspond je recommence. Cette autre transformation, elle correspond à de l'énergie qui est de l'énergie électrique. Hein, puisque pour faire monter le chariot, eh bien, il faut utiliser de l'électricité. Donc, je vais remplacer dans la case, je vais remplacer non plus énergie potentielle, mais je vais remplacer énergie électrique. Ok, énergie électrique qui va se transformer. Hein, donc pour faire monter la machine dans la première phase ici, eh bien, il faut de l'énergie électrique pour permettre à la machine d'arriver ici. Et donc, ici, vous voyez que les boîtes sont à chaque fois de la même taille. Donc, ce qui signifie que si je calcule la taille de cette boîte-là, eh bien, en réalité, si je ne considère pas de frottement entre cette phase-là et cette phase-là, eh bien, la taille de cette boîte-là va me donner l'énergie électrique minimale. C'est pour ça qu'on vous parle de minimum. C'est parce qu'on néglige la possibilité qu'en réalité, il y ait également des frottements qui sont dans cette boîte-là, qu'on ne connaît pas a priori, mais qui seront certainement de l'ordre de grandeur de ceux qui sont ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'on considère qu'elle est minimale, comme si il n'y avait pas de frottement. Et donc l'énergie, et l'énoncé vous demande l'énergie électrique minimale consommée par heure par l'attraction. Alors par heure, eh bien, pour pouvoir trouver la réponse, il faut utiliser donc les données de capacité de la machine. Alors, on vous dit, il y a une capacité horaire, ça veut dire le nombre de personnes par heure que l'attraction peut prendre, c'est 1040 personnes. Et on vous a dit également qu'un train peut prendre 24 personnes. Et donc, pour voir le nombre de rotations, le nombre de passages, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire 1040 divisé par 24 personnes. Et donc, ça me donne en moyenne 43,3 passages par heure. Passage par heure. Et donc, si j'arrive à calculer la quantité d'énergie qu'il me faut pour un passage, je le multiplie par le nombre de passages et j'ai la capacité, enfin l'énergie électrique qu'il me faudra pour une heure. Voilà. Donc ça, c'est pas trop compliqué, puisqu'on a vu que c'est en fait, donc énergie électrique va être égale à quoi? Elle va être égale à énergie potentielle initiale plus énergie cinétique initiale. Et donc, je remplace 4000 fois 9,81 fois 35 mètres, plus 4000 fois la vitesse 2 au carré sur 2. Et donc ceci va me donner 1380 kJ ou 1,30
mégajoules. Ça, c'est pour un passage. Et enfin, ben, si je veux répondre à la question, donc énergie électrique pour donc total, on va l'appeler total, et bien ce sera égal à 43,3 passages qu'on a calculé ici. 43,3 passages fois 1,38 mégajoules. Et donc ça me donne 59,8 mégajoules. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a calculé. C'est l'énergie totale qu'il faudra pour plusieurs passages. Petite note également qu'on peut faire, c'est si on compare l'énergie dissipée ici à l'énergie qu'on met pour un passage, donc 1,38 mégajoules ou 1380, eh bien on voit quand même que les frottements, hein, si on regarde donc les frottements, l'énergie dissipée divisée par l'énergie électrique, donc 396 qui est là l'énergie dissipée qu'on a calculée avant, divisé par l'énergie pour un passage, 1380, eh bien on s'aperçoit que c'est de l'ordre de 30%. Donc ce qui n'est pas négligeable, hein. 30% de l'énergie est perdue. Donc on peut s'imaginer que là normalement on a une case en plus qui devrait être de l'ordre de 30%. Donc on devrait rajouter à 59,8 probablement 30% pour avoir l'énergie électrique exacte. Donc sur base de ça, on peut dimensionner les installations électriques, voir quelle puissance on a besoin, etc. Et voilà.